merci beaucoup. Bonjour à tous. Je pense que je vais reprendre au fond un certain nombre d'éléments qui ont déjà été abordés. Je vais les reprendre un peu à ma façon. Je suis en accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, et puis en désaccord aussi avec un certain nombre. Et au fond, je me dis que c'est pas grave qu'on soit pas complètement d'accord, c'est même plutôt sain. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est que finalement ce débat ait lieu en toute indépendance. Et c'est ça souvent qu'il manque, c'est-à-dire que quand la plupart du temps ces sujets sont abordés par des experts, véritables ou prétendus, eh bien, souvent, l'intérêt qui est représenté, c'est pas celui de la collectivité. Voilà. Souvent, l'intérêt qui est représenté, eh bien, c'est celui du secteur bancaire, de manière plus ou moins déguisée. Là, je pense que même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, eh bien, nous avons en commun cette indépendance et finalement cette volonté de représenter l'intérêt du citoyen, l'intérêt collectif. Et c'est ça qui manque. Et il faut que vous soyez extrêmement vigilants lorsque ces débats, lorsque ces questions sont abordées, extrêmement vigilants vis-à-vis de cela. Interrogez-vous systématiquement pour savoir qui porte le débat, qui parle et au nom de qui. Voilà. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur tout, vous allez avoir l'occasion de vous en rendre compte, mais au moins nous le faisons en toute indépendance et ça me semblait important de le dire. Alors, j'aimerais bien en fait réaborder le sujet, si vous voulez, de l'utilité des banques en utilisant la formule suivante. Moi, il me semble que l'économie réelle a fondamentalement besoin des banques. Et je pense que vous l'avez constaté aussi dans le débat, là, enfin dans la discussion telle qu'elle est menée. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'alimenter ce que l'on peut appeler du bank bashing ou du finance bashing. Nous, ce que nous souhaitons, finalement, c'est analyser les dysfonctionnements actuels du secteur bancaire et financier et essayer, si vous voulez, de se frayer un chemin, de trouver la voie d'une finance différente. Voilà. Organiser la finance autrement, organiser la banque autrement pour qu'elle soit davantage au service de l'économie réelle. Parce que le problème actuel, c'est que, bien sûr, l'économie réelle a toujours fondamentalement besoin des banques, de la finance, mais les banques, elles, j'ai presque envie de renverser la formule, j'ai presque envie de dire les banques, elles, ont de moins en moins besoin de l'économie réelle, ou plus justement, si vous voulez, sont de moins en moins tournées vers l'économie réelle. Alors, ça reprend un certain nombre d'éléments qui ont déjà été avancés. Pourquoi est-ce que l'économie réelle a besoin des banques ? Parce que les banques, ça a été dit, remplissent, ou en tout cas sont censées remplir, 3 fonctions qui sont absolument indispensables. Première fonction, eh bien, une fonction autour, si vous voulez, de la fourniture et la gestion des moyens de paiement. D'accord ? C'est absolument indispensable dans une économie d'avoir un système de paiement qui fonctionne. Sinon, eh bien, vous ne pouvez pas procéder aux échanges. Vous ne pouvez pas réaliser les échanges dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est une des fonctions clés des banques, même si certaines innovations commencent finalement à contester un peu cette fonction-là. Deuxième fonction, les banques sont là pour gérer l'épargne, pour canaliser l'épargne, pour drainer l'épargne et mutualiser les risques associés à la gestion de cette épargne. Donc ça aussi, c'est une fonction clé. Le fait, si vous voulez, en tant qu'individu, en tant que particulier, de pouvoir confier votre épargne à un intermédiaire qui va pouvoir investir cette épargne et diversifier les risques, c'est très important. C'est beaucoup plus facile de procéder ainsi que d'aller vous-même vous constituer un portefeuille sur le marché financier pour optimiser la gestion de votre épargne. Donc ça, c'est également une fonction clé. Et troisième fonction majeure, les banques sont là, et Jean-Michel Nolot nous l'a rappelé, les banques sont là pour financer les ménages, bien sûr, dans leur projet, mais surtout, et c'est sur cela qu'il a insisté, pour financer des entreprises
qui n'ont pas accès au marché financier. Toutes les entreprises ne se financent pas de la même façon, selon leur secteur d'activité, selon leur taille surtout. Vous avez de grandes entreprises qui ont la possibilité de se financer en allant émettre un titre, d'accord, sur les marchés, mais vous avez plein de petites et moyennes entreprises qui, elles, ont absolument besoin des banques, qui n'ont pas cette possibilité d'aller se financer directement en émettant un titre sur le marché, même si en théorie elles ont cette possibilité-là, en pratique elles ne le peuvent pas. Donc ces entreprises-là ont absolument besoin des banques. Le problème, c'est que les banques se sont totalement détournées de ce qui fait leur raison d'être, et en particulier se sont totalement détournées du financement de ces petites et moyennes entreprises. Donc ça, si vous voulez, c'est un aspect finalement du détournement, du fait que les banques se sont ainsi détournées de l'économie réelle. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a en part relative de moins en moins de crédits aux entreprises au bilan des banques. En revanche, eh bien, il y a de plus en plus d'opérations sur titres, d'opérations sur des produits dits dérivés. Je ne sais pas si la notion vous parle un peu, mais des produits de transfert de risque. D'accord ? Les banques sont devenues des championnes en la matière. Et ça veut dire quoi, si vous voulez ? Ça veut dire que progressivement, l'activité des banques s'est de plus en plus adossée sur les marchés de capitaux. Les banques sont des acteurs majeurs des marchés de capitaux. Les banques, aujourd'hui, quasiment font et sont le marché. D'accord ? Et donc, leur activité s'est de plus en plus déployée sur les marchés. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations entre banques, beaucoup d'opérations interbancaires. Donc ça, si je résume ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si vous voulez, que les banques sont de plus en plus tournées vers les marchés de titres, de plus en plus tournées vers elles-mêmes et de moins en moins tournées vers l'économie réelle, qui pourtant a besoin d'elle. Alors, je peux vous donner, pour vous en convaincre, quelques ordres de grandeur. Alors, bien sûr, la photographie n'est pas la même selon le type de banque auquel on s'intéresse. Mais si précisément on regarde ce qu'il en est, du côté des mastodontes bancaires dont Dominique Plion et Mireille Martini ont parlé tout à l'heure, eh bien, dans un mastodonte type BNP Paribas, la part du crédit à la clientèle, c'est une trentaine de % de l'actif. Alors vous me direz, 30%, c'est un tiers quand même, c'est pas si mal. Alors, déjà, c'est beaucoup moins, si vous voulez, que ce que c'était dans les années 80. D'accord ? Dans les années 80, c'était plutôt 70-80%. Donc ça, c'est un fait. Et puis surtout, au niveau du crédit, eh bien, il faut distinguer les types de crédits alloués. Dans ces 30% de crédits à la clientèle, vous avez beaucoup de crédits à l'immobilier. Alors bon, tous individuellement, on est très contents de pouvoir bénéficier d'un crédit immobilier quand on a un projet immobilier. Il faut tout de même savoir, si vous voulez, que toutes les grandes crises financières sont systématiquement précédées d'un boom du crédit immobilier. Donc que le crédit immobilier, eh bien, c'est quelque chose dont il faut surveiller assez attentivement l'évolution. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a également dans les crédits à la clientèle ? Il y a du crédit à la consommation. Alors c'est vrai que quand on a du mal à boucler les fins de mois, eh bien, on est bien content d'avoir un crédit à la consommation, mais ça aussi, il faut être vigilant, parce que ça peut alimenter le surendettement. D'accord ? Et donc vous voyez qu'en fait, non seulement la part du crédit au bilan de ces mastodontes est réduite, qu'elle a beaucoup diminué, mais surtout, au fond, les crédits qu'il y a dans cette masse ne sont pas les crédits qui sont les plus profitables à l'économie réelle. Quels sont les crédits les plus profitables à l'économie réelle ? Eh bien, ceux qui, précisément, vont aux entreprises qui ont peu de possibilités de financement alternatives. Ceux qui vont aux PME. Alors, parlons-en du crédit aux PME au bilan du secteur bancaire français, de manière agrégée. Au bilan du secteur bancaire français, le crédit aux PME, c'est 5%. 5% de l'actif. D'accord ? Alors, je ne suis pas, si vous voulez... Je ne suis pas forcément en train de dire que tout le reste des activités des banques ne sert à rien et ne contribue pas au financement de l'économie. Lorsque une banque est présente sur le marché pour aller acheter des titres émis par des entreprises, que ce soit des actions ou bien des titres de dette,
comme des obligations. Si la banque, au fond, achète ces titres sur le marché où ils sont émis la première fois, le marché primaire, et les détient dans une perspective de long terme, ça contribue au financement de l'économie. Si en revanche, la banque ne fait qu'intervenir sur les marchés dits secondaires, les marchés de l'occasion, pour acheter, revendre à toute vitesse ces titres, ça ne contribue pas au financement de l'économie. En tout cas, beaucoup moins, d'accord ? Même si certains vous diront, oh bah quand même, ça fait un peu la liquidité du marché, d'accord ? Ça dynamise le marché, ça fait qu'on va pouvoir facilement trouver une contrepartie quand on a envie d'y revendre quelque chose. Bon, mais ça alimente surtout la vitesse, la vitesse folle du marché. Bon, ça a été dit tout à l'heure, si vous voulez, ce détournement de l'économie réelle coïncide avec l'émergence de géants bancaires, de mastodontes, de banques dites systémiques. Pourquoi est-ce qu'on dit systémiques ? Parce qu'elles font courir un risque systémique, c'est-à-dire le risque d'un effondrement du système. J'ai un petit peu de temps encore ou pas ? Il va falloir arriver aux recommandations peut-être. Alors, le problème de ces banques systémiques, je l'ai dit finalement, c'est qu'elles sont très largement assises sur les marchés, elles y font la pluie et le beau temps, et elles ne contribuent plus suffisamment au financement de l'économie. Faut-il les séparer ? Faut-il les saucissonner pour que les choses aillent mieux ? Bon, un certain nombre de mes collègues y sont très favorables. Moi, je me dis, si vous voulez, que si l'on parvient à identifier des activités qui sont utiles au financement de l'économie d'un côté, et puis d'autres qui ne le sont pas, mais pourquoi conserver les activités qui ne le sont pas ? Il faut les décourager, ces activités qui polluent, d'accord ? Ces activités qui ne contribuent pas au financement de l'économie. Donc moi, je serais plutôt favorable, si vous voulez, à un renforcement des dispositions réglementaires, des exigences de fonds propres, des exigences de liquidité des banques pour les amener à restreindre leur activité au niveau, si vous voulez, au niveau des marchés de capitaux. Ça me semble une piste plus prometteuse. De la même manière, je pense qu'on pourrait décourager un certain nombre d'activités spéculatives en taxant ces activités. Il y a une très, très grande réticence parmi les économistes, mais aussi parmi les fiscalistes, à aborder la question de la fiscalité comme un instrument au service de la régulation. Les fiscalistes n'aiment pas du tout, en fait, qu'on affecte la fiscalité à un objectif autre qu'un objectif budgétaire. Or, au niveau bancaire, eh bien, une taxation des bilans, une taxation des hors-bilans des banques qui sont absolument démentielles. Tout à l'heure, on vous a rappelé l'ordre de grandeur d'un bilan tel que celui de BNP Paribas. On vous a dit que c'est l'équivalent du produit intérieur brut de la France, d'accord, de la création de richesse annuelle en France. Le hors-bilan de BNP Paribas, c'est 20 fois ça. C'est 20 fois ça, d'accord ? Bon, donc voilà, il ne faut pas simplement séparer cela, il ne faut pas mettre ça d'un côté, d'accord ? Il faut décourager ces activités-là, il faut réorienter les banques vers l'économie réelle. Est-ce que, j'ai une petite minute, juste encore, ou pas ? Est-ce que une des causes de cela, c'est la réglementation, le renforcement de la réglementation ? Parce que les banques aiment bien avancer cet argument-là, d'accord ? Quand vous discutez avec un banquier, parfois un ancien banquier, pas tous, eh bien, généralement, ils mettent vite sur le tapis la réglementation et en particulier les exigences de fonds propres, d'accord ? En vous disant, eh bien, c'est ça qui nous empêche de faire du crédit, ce sont les exigences de fonds propres. Eh bien, sachez qu'il y a des travaux qui sont menés au sein d'institutions tout à fait respectables, telles que la Banque des règlements internationaux, qui abrite le fameux comité de Bâle, qui montrent que les banques qui sont les plus capitalisées, celles qui ont le plus de fonds propres, eh bien, sont celles qui ont le moins restreint le crédit pendant la crise, sont celles qui sont le plus orientées justement vers les activités de détail, vers l'activité de crédit. Alors cela étant, je rejoins tout à fait Jean-Michel sur l'histoire des pondérations de risque. Ce qui s'est joué en fait depuis le milieu des années 2000, c'est qu'on a autorisé les banques à évaluer à partir de leur propre modèle le risque des actifs. Et comme on utilise pour fixer ces exigences de fonds propres un principe qui semble frapper au coin du bon sens, qui est que
On n'exige pas la même proportion de fonds propres selon le risque que représente l'actif. Eh bien, on est arrivé à quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a voulu finalement renforcer les exigences de fonds propres, on a finalement juste relâché un peu plus la contrainte, parce que quand les banques peuvent elles-mêmes, si vous voulez, évaluer le risque de leurs actifs avec leur modèle, que font-elles ? Eh bien, elles sous-estiment le risque de leurs actifs. Donc aujourd'hui, vous avez un écart énorme entre la capitalisation des banques selon qu'on la mesure à partir du ratio réglementaire sophistiqué pondéré par les risques, ou selon qu'on regarde cette capitalisation simplement en proportion du total du bilan. Dans le cas de la Deutsche Bank, c'est tout à fait emblématique. Très bien capitalisé du point de vue du ratio réglementaire, très peu, si on regarde simplement une mesure simple. Donc que faut-il faire ? Eh bien, il faut sans doute s'en remettre à des règles plus simples. Donc des règles plus simples, mais aussi plus strictes en matière de fonds propres. Ça, c'est une piste, à soutenir. Donc, je résume juste pour les propositions, parce que j'étais attendue sur cette partie proposition. Donc, décourager les activités spéculatives, pas simplement les séparer, les décourager. Renforcer les exigences de fonds propres au moyen d'instruments plus simples. Et effectivement, s'attaquer aux problèmes structurels des banques, s'attaquer à la taille des banques. Ces mastodontes, vous le voyez, ne sont plus au service de l'économie réelle. Donc on n'a pas besoin de tels mastodontes qui font courir un risque au système tout entier. Donc ça aussi, ça passe par le renforcement des exigences réglementaires, dites prudentielles, et puis ça peut passer aussi par une fiscalité revue et appropriée. Bon, comme vous avez fait vous-même la synthèse, je ne m'y essayerai pas, ça va être frustrant parce que le temps étant ramassé, je pense qu'on a juste le temps de prendre une ou deux questions, mais